Alors, salut à tous. Selon l'endroit où vous êtes certainement en train de nous voir là. Nous sommes en orbite, hein, et nous vous proposons là une interlocution entre un artiste, philosophe, penseur de l'Afrique et moi qui suis analyste des situations d'interaction à partir d'une vision qui est la psychanalyse et la phénoménologie. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation inédite en Afrique. Il y a quelqu'un qui vient d'être élu qui n'était pas du tout prévu puisqu'il était en prison, hein. Et il se trouve que le peuple l'a poussé là. Et on se demande si c'est un amateur qui arrive comme ça, un bricoleur, ou est-ce qu'il est déjà marqué par l'exercice du pouvoir. Donc voilà comment je le présente. Alors je ne sais pas, mon cher ami philosophe et artiste, comment tu vois l'événement? Inédit. Je crois que il était temps qu'on se retrouve dans ce genre de cas de figure pour justement se faire une autre approche de la fonction présidentielle. Moi, je pense que cette fonction n'est pas réservée qu'à une élite ou à des parvenus. Et là, je crois que ce cas de figure du Sénégal doit interpeller plus d'un. Et souvent, nous partons sur des a priori simplement parce que on ne sait pas, on croit que les gens viennent de nulle part, alors qu'ils viennent vraiment de quelque part. Tel est le cas du nouveau président sénégalais. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui vient de quelque part. Mais on aurait tort de penser qu'il manque d'expérience. Parce que voilà quelqu'un qui est fonctionnaire, inspecteur des impôts. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a un parcours, on va dire, opératif, hein. Donc c'est quelqu'un qui a fait des opérations, hein, et qui, à un moment donné, se présente dans quelque chose de l'ordre de l'anti-système, parce que le système ne lui va pas. Et à partir du moment où le système ne lui va pas, il va s'associer à un leader, on pourrait dire un mentor, c'est Sango, hein, qui est déjà rompu à l'exercice de la politique. Donc voilà. Donc, et alors, j'ai eu la chance d'écouter la pression que fait de lui et son père, hein. Alors, que dit son père? Il dit, mais vous vous trompez. léegi critique yi ñu koy critiquer nag naan moom mënu ko attanu ko des trucs de ce genre que voilà quoi il n'est pas une personne expérimentée warta mën a yore nguur gi lan nga ciy xalaat. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Tous ces gens qui parlent ne regardent pas Diomaye sous l'œil d'un politologue qui connaît l'histoire politique mondiale. En tant que président de la République, on n'apprend pas à être président de la République. On n'apprend pas à être. Il y a des qualités qu'on a, n'est-ce pas, qui facilitent d'être président de la République. Ça veut dire, n'est-ce pas, la capacité d'écoute et l'humilité. N'est-ce pas? Parce que le président de la République n'est qu'un chef d'orchestre. Pour me dire qu'un chef d'orchestre ne connaît pas comment jouer tous les instruments de l'orchestre, et donc, ça veut dire que tu ne sais pas comment un orchestre marche. Un président de la République, je parle d'un président de la République, pas un roi, hein, comme ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que nous avons les rois. On n'a pas de roi. On a des présidents. On a le premier administrateur de l'État, n'est-ce pas? Il faut avoir une capacité d'écoute, de l'humilité pour pouvoir recevoir des conseils, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans votre équipe. Et effectivement, et Diomaye, c'est pas maintenant, dans sa famille, c'est une famille qui est vraiment habituée à diriger des personnes, son grand-père et tout le monde. Donc, c'est pas, ces gens-là, c'est parce qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas, les pires présidents dans l'histoire politique mondiale, ce sont ceux qui arrivent pensant qu'ils ont l'expérience.
Par exemple, en Amérique, Lyndon B. Johnson, par exemple, Hoover, en Amérique, qui ont été... Lyndon Johnson, c'est lui qui a causé la catastrophe de la guerre du Vietnam. Hoover, c'est lui qui a causé la crise de 1929, n'est-ce pas? Et c'est des gens qu'on dit, voilà, ça c'est l'individu parfait pour être président. C'est quelqu'un qui hérite d'une famille où le fait de servir les autres, c'est-à-dire l'altérité, est un principe de vie. Hein? Donc, voilà quelqu'un qui est là pour servir les autres, qui s'est donné les moyens avec son travail, avec ses études, avec sa formation. D'ailleurs, en passant, le Sénégal est un de ces pays d'Afrique qui a de bonnes universités. Hein? Les gens sont bien formés au Sénégal. Hein? Nous avons quelques étudiants d'ailleurs. Moi, j'ai un cousin qui a fait ses études au Sénégal. Hein? Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui est bien formé par l'État sénégalais, mais tout ça, c'est une tradition lointaine. Mais que dit son père hein? Pour ne pas monopoliser la parole, après je te la laisse. C'est que le père dit, voilà, les gens qui ont pour ambition de diriger l'État et qui pensent qu'ils sont omniscients, omniprésents et qui savent tout, ce sont ces présidents-là, eh ben, et qui ont provoqué des catastrophes. Et il donne l'exemple des présidents américains qui étaient là chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, des guerres et tout ça. Hein? Donc il cite Hoover, enfin l'autre, je ne sais plus tout à fait, en tout cas la guerre du Vietnam, etc. Donc il dit que c'était des gens qui ne savaient pas s'entourer. Et pour lui, il dit un président, c'est un chef d'orchestre qui peut choisir les membres. Et il prend l'exemple, la métaphore, l'exemple en tout cas, d'un orchestre. Il dit le chef d'orchestre, il ne sait pas jouer aucun instrument, il pourrait ne pas jouer, ne pas savoir, mais il est là, il dirige. Voilà le type de président, finalement, que nous a produit le Sénégal. Voilà. Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Moi, je crois que c'est un bel exemple. Hein. C'est un bel exemple qui doit autant servir l'Afrique et d'une autre part remet en cause, comme on dit, le système. Donc il est vraiment dans l'anti-système. Et d'autre part, prend de court aussi une certaine théorie qu'on essaie de nous faire avancer sur la politique. Voilà quelqu'un qui, par ses fonctions, montre qu'il intègre certaines valeurs et l'histoire a voulu que cela se passe comme tel. Parce que si on voit bien, il n'était pas prévu pour se présenter. Ce pauvre a été incarcéré. 10 jours après, il sort de la prison et voilà, élu au premier tour. Donc je pense que nous devons en tirer une grande leçon. Comme je disais tout à l'heure, ne venons pas au pouvoir avec l'intention d'y rester éternellement. Et ça, voilà. C'est le problème en Afrique. Ce que nous avons souvent, c'est que nous avons souvent affaire avec des hommes, soi-disant d'État, qui sont de véritables parasites pour notre évolution. Voilà un peu ce que j'en dis pour le moment. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui arrivent avec un certain nombre de certitudes. Mais si on prend du recul, quelles leçons on peut en tirer? On peut tirer les leçons que dans l'Afrique en général, en tout cas dans les pays du Sahel, avec le panafricanisme, bon, qui arrive, qui fait prendre conscience du fait que on peut se libérer de soi-même, on peut avec ses propres moyens être en autonomie en tout cas
essayer de viser à ça. Euh, En tout cas, il y a une poussée comme ça panafricaniste qui démarre un travail de prise de conscience de soi, hein. Alors, est-ce que cette prise de conscience, euh, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Ben, ça, c'est pas le souci. Ben, le souci, moi, ce que je vois comme souci, c'est, on parle de junte militaire, on parle de force de frappe, comme si la démocratie en Afrique n'était pas possible, qu'il fallait absolument des gens qui amènent des troupes, bon, c'est pas des troupeaux non plus, hein. Et donc, ben, le Sénégal montre que c'est pas forcément cette vision de l'africanisme, mais en tout cas, c'est une vision de l'africanité, hein, qui est accueillant, euh, euh, travaillant sur la morale des personnes, etc., etc. Puisque là, la campagne, elle n'a duré qu'une semaine pour lui. Oui, Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas qu'une semaine? C'est-à-dire que même le fait d'être en prison, c'était une campagne. Le fait de oui, montrer que il y a une question de l'arbitraire, c'est une campagne. Donc voilà, je oui. te laisse avec ça, hein. Qu'est-ce que Oui, mais c'est tu en dis, toi? intéressant. Je veux, j'abonde là-dessus. Je dirais même que au Sénégal, la culture démocratique n'est pas forcément le propre des hommes et des hommes politiques, mais bien du peuple qui s'est approprié de la Constitution et des institutions démocratiques en place. Donc, tous les présidents sénégalais, dans la plupart des cas, avaient à un moment failli en voulant coûte que coûte s'accrocher au pouvoir. Mais le peuple a toujours eu le dernier mot. Et ça, c'est formidable. Ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart de nos pays africains et plus particulièrement des pays francophones. Ceci dit, que la démocratie en Afrique doit être avant tout portée par le peuple qui doit imposer à la classe politique ses, ses attentes. Je ne sais pas si j'ai bien dit les choses là. Ah mais oui, non mais alors j'aime bien rebondir là-dessus, hein, c'est-à-dire les attentes. Alors c'est quoi les attentes? Les attentes, on peut traduire ça, en tout cas moi en tant que psychanalyste, je parle de besoins. Quels sont les besoins du peuple? Quels sont les besoins du peuple? Et parmi ces besoins, il y a le fait d'être, comment dire, ancré, tenu sur la pauvreté. Comment est-ce que des peuples comme ça, et- sur des terrains qui sont finalement, on s'en rend compte, riches avec leur terroir, leur sous-sol, euh, que finalement, tu vas dans tous les pays du monde, en tout cas africain, ça regorge de richesse. Bon, euh, voilà. Donc, il y a un sous-sol qui est riche et vous avez des gens qui sont pauvres. Des gens qui sont réduits à une pauvreté, mais euh, et qui, pourtant, avec leur créativité, pourraient, hein, puisqu'on parle à d'autres endroits de l'année de la jeunesse, ça veut dire que la jeunesse, au niveau pulsionnel, est capable d'inventivité. Il faut qu'on leur en donne les conditions. Il faut qu'on mette en place les conditions. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ici, au Sénégal, on peut parler de révolution, au sens fort du terme. Pourquoi c'est une révolution? Hein, c'est ça la question de ton point de vue de philosophe. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Hein, et en comparaison, je dirais que les autres sont dans une démarche de dévolution. Hein, c'est-à-dire, eh ben, on se perpétue au pouvoir, on cherche des héritiers, hein, c'est la dévolution, c'est ça. Alors qu'on est dans la révolution.
hein. C'est-à-dire, il y a une créativité, une réactivation des capacités humaines, de ce qu'on appelle les méta-besoins, de ce qu'on appelle la reliance, hein, de recréer des liens qui pourraient offrir au contact des gens qui viennent traumatiser le peuple. Voilà. Je ne citerai pas l'exemple de l'Afrique centrale, mais en tout cas, on est là dans, dans un peuple qui est moins traumatisé qu'ailleurs, quoi. Et comment ça se fait? Voilà. Non, ben c'est vrai, hein, c'est vrai que ce qui est souvent ce qui est souvent bien loin d'être le cas, hein, surtout dans certains pays où les autorités en place font descendre des chars et des patrouilles de répression pour en dissuader la population. Moi, je pense que euh, à ce jeu où les militaires qu'ont fait et cause de ceux qui viennent nous causer plus d'un souci. Et à ce jeu-là, je pense que quand ils le font, ils deviennent complices. Et c'est vrai que l'Afrique, cette Afrique que nous avons connue jusqu'ici, je parle bien de l'Afrique francophone, a, a toujours évolué dans les antivaleurs. Des choses qu'on nous fait accepter, alors qu'on sait très bien que cette normalité n'est pas du tout normale. Donc, à un moment donné, il faut qu'on revienne à l'essentiel. Faire la part de choses entre le bien et le mal, pour que les gens n'avancent pas dans le doute, mais dans la certitude. Et effectivement, ce que nous venons de voir au Sénégal, et franchement, nous interpelle. Nous aurons encore à méditer là-dessus, mais en espérant que ce nouveau président qui est arrivé là dans des circonstances particulières ne va pas nous faire regretter ce qu'on est en train de dire là. C'est vrai que la fonction présidentielle, comme on l'entend, vient de prendre un sérieux coup, mais n'allons pas accepter qu'on nous laisse croire que la démocratie est le propre des autres, alors que si nous regardons très bien, au fond de nous, nous avons toujours été des démocrates, parce que nous avons toujours su maintenir les valeurs malgré les tourments dans ces atrocités qui, de fois, nous désespèrent. Donc, le problème, moi, je le prends comme étant que la révolution s'est mise en marche. Et je voudrais que ça se passe aussi dans les autres États africains, de l'Afrique. J'aime pas trop dire de l'Afrique noire parce que nous sommes tous des noirs, hein. Mais c'est vrai que ça incite vraiment, ça nous pousse à méditer. C'est un cas d'école qui fait d'autant plus plaisir de voir que quand on sait ce qu'on veut, le peuple finit par comprendre où on veut aller. Voilà un peu ce que j'en dis pour le moment. Ah ben ça, c'est pas mal parce que, bon, je retiendrai dans ce que tu as dit, tu as parlé du mot statut. Et le mot statut, on va le distinguer de la mot du fonction, hein. C'est-à-dire que finalement, la révolution arrive quand il s'agit de la fonction. Et le statut, c'est quand il s'agit de quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'homme fort et que il a été légitimé, croit-il, par ça, et que la légitimation viendrait des élections, on serait élu et tout ça. Et donc, on va trafiquer les résultats des élections parce que on s'accroche au mot statut.
Alors que cette fonction n'est qu'une fonction qui t'est attribuée dans une temporalité bien précise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette temporalité va être fragilisée lorsqu'on ne respecte pas, justement, ce qui vous permet de vous emparer d'une fonction qui est, dans tous les cas, limitée. Hein? Et donc, c'est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que là, on va privilégier. Et c'est ça qui fait, en fait, révolution. Mais la fonction, on pourrait la définir. Qu'est-ce que c'est que la fonction? C'est pourquoi j'accepte ce que je fais et pourquoi je le fais comme je le fais. Hein? Donc, on passe. Hein, parce que tu dis, mais la démocratie n'était pas n'est plus le peuple de l'Occident. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu opposes deux doutes. Le premier doute, c'est le doute cartésien. Hein, et que, bon, ben voilà. Hein, donc, une sorte. Le cartésien, c'est que comment on prend en otage le droit. Hein. Donc, bon, cartésien, on sait tout, on vient et on infantilise les autres. C'est ça, le doute cartésien. Mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un, Jean-Paul Sartre, par exemple. Jean-Paul Sartre, lui, il a mis, comment dire ça, le doute sur le peuple. Hein, parce qu'il a travaillé sur le structuralisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses t'observent, tu observes les choses, mais les choses t'observent toi aussi. C'est ça, le doute sartrien. Hein, donc Sartre amène cette contradiction-là qui fait qu'il y a le mythe traditionnel, hein, un peuple, on va dire, primitif, disait-on, et de l'autre côté, vous avez des mythes modernes, ça serait que l'Occident soit dans la modernité. Et ce qu'on a oublié, c'est le travail qui amène la modernité. C'est ça. Hein? Bon, voilà. Donc un peu, je sais pas, moi je sais pas si tu me suis dans ce cheminement-là. Hein? Si, donc, je te suis, hein. Je te suis parce que... Et de l'autre côté, le doute sartrien, hein, qui fait que la rencontre, elle se fait parce qu'à un moment donné, en Occident, on peut avoir des mythes primitifs, en tout cas primordial. Et puis, en Europe, en Afrique, on peut avoir des mythes modernes. C'est tout simplement parce que on aurait les mathématiques émaneraient de cette contrée-là, la géométrie de cette contrée-là. Il n'y a qu'à voir quand on regarde l'art égyptien, hein, Cheikh Anta Diop, hein, bon, je ne vais pas évoquer ça, mais voilà. Et donc, on va voir que le savoir, il émane de la rencontre des peuples. Voilà. Je ne sais pas quelle réaction ça te suscite. Non, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que toi. Moi, je crois que sortons un peu de cette fausse manœuvre qui laisse croire que nous avons tout à prendre de l'Occident, alors qu'il fut un temps où l'Occident a beaucoup appris de nous, au point même d'avoir subtilisé certaines choses qui nous revenaient de plein droit. J'en dirais plutôt que, pour unième fois, le Sénégal nous donne une vraie leçon de la culture démocratique. Celle-ci, si je vois bien, contribue largement à remettre en cause toutes ces stupidités comme quoi quand on nous disait que la démocratie ne fait que pour les autres. Moi, je crois que le pire, c'est que ce qui répond, comme je le disais, ce qui répond cette thèse, c'est souvent comment dirais-je, nos frères, non, nos dirigeants qui souvent ont évolué en Occident. Et malheureusement, quand ils rentrent chez nos pays, leur comportement devient carrément ignoble. Et cette thèse-là confirme et laisse dire
à certains que nous ne sommes pas prêts pour mettre en place pour cette culture démocratique. Si vous regardez mon regard, vous voyez bien de qui je parle. C'est à nous de voir et de remettre en cause l'attitude de ceux qui font que pour que nous ne soyons pas considérés à notre juste mesure. Donc je pense que l'Afrique est au cœur de la mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent. Et comme ils ont l'effectivité du pouvoir, tout dépend un peu comment ils l'ont eu, ils sentent qu'ils se rendent compte, ils ne se rendent pas service, et encore moins le peuple. Ils nous mettent dans une disposition où les autres se permettent tout et n'importe quoi. Alors, à ce titre, je pense que à nous de bien dire les choses, de bien présenter les décors pour que les autres puissent en prendre conscience et commencent à réfléchir, à tourner leur langue, cette fois dans leur bouche, avant de dire quoi que ce soit. Parce que c'est... Quand je vois ce qui vient de se passer au Sénégal, c'est vrai que ça remet la démocratie en soi, comme on le dit, cette néocolonisation en porte-à-faux. Et je pense que on essaie de développer, de comprendre ce qui se passe, et on essaie aussi de se dire que nous ne pouvons pas continuellement nous trouver dans cette configuration où on dit que nous avons hérité des pays aussi riches et avoir des populations pauvres. Le travail doit commencer par là, par un peu remettre la réflexion au niveau, autant remettre aussi en cause ceux qui prétendent nous gouverner alors que ça fait des années qu'ils sont là et ils n'apportent rien si ce n'est que la pauvreté, mais une pauvreté qui enrichit leur famille. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Ah oui, mais c'est tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, hein, peut-être que on s'achemine vers notre conclusion. C'est-à-dire que finalement, cette révolution, on la doit au Conseil constitutionnel. Alors, pourquoi on la doit au Conseil constitutionnel? C'est parce que ben, le président du Conseil constitutionnel a eu le courage de dire la loi. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans une posture de binarité. Il n'est pas binaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas le cousin du président. Il ne fait pas partie de la famille du président. Il a une forme d'indépendance et donc il a une fonction de tiers. Donc face au binaire, on a le ternaire, c'est-à-dire une fonction de tiers. Et donc c'est ça ce courage-là. C'est-à-dire qu'un jour, eh ben, là, la prophétie de Obama est là, des institutions fortes. Mais on s'en fout des hommes forts. Exactement. Parce que les hommes forts nous amènent du binaire. Toute société évolue quand il y a du ternaire. Hein? Ben voilà. Et le ternaire, c'est quoi? C'est, vous avez d'un côté le symbolique, de l'autre, vous avez l'imaginaire, et vous avez le réel, la réalité sur laquelle il va falloir être opératif. C'est-à-dire qu'il faut bosser pour que ça avance. Hein? Mais vous n'avez pas... Je vois que tu ris là parce que je suis en train de toucher des choses chez toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le pays est tout simplement dans quelque chose de comment dire, quand il n'y a pas de triptyque. Et pourtant, vous remarquerez que tous les pays ont une devise.
il y aurait peut-être un travail à faire sur les devises de chaque pays. Hein? Exactement. Unité, travail, Mais progrès. Bon, est-ce qu'il y a c'est une incroyable. unité? Est-ce que ça travaille? Est-ce que ça progresse? Non, on est dans la médiocrité. Bon, Exactement. Exactement. liberté, égalité, Et fraternité, etc. Voilà. exactement. Quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est comme si un film défilait devant moi. C'est pour ça que je suis emporté un peu par le rire. Parce que moi, je crois que tout en revenant un peu sur la fonction du président du Conseil constitutionnel, moi, je pense que la confiance est ce qui doit guider tout homme qui rêve d'un avenir meilleur pour sa famille et pour son peuple. Le peuple, c'est la grande famille qui nous concerne ici. Et, et dans cet aspect, la démocratie est juste un état d'esprit qui nous est propre, mais que nous ne voyons pas toujours, tout simplement parce que nous n'allons pas au fond des choses. Parce que si nous apprenons à aller au fond des choses, je crois que même ceux qui souffrent d'une cécité mentale voudraient vite en sortir pour essayer de bien voir les choses en face. Donc, par notre approche des choses par rapport à ce que nous vivons actuellement, je pense que nous sommes là de véritables penseurs de lumière. Pas de l'époque de lumière, mais des gens qui voient clair pour que les choses avancent. Donc, à un moment donné, ce que nous faisons que indexer ce qui ne va pas pour que nous ayons en place des gens que l'on mérite et que nous puissions rendre le rêve possible. Cela nous permettrait peut-être de plus connaître un peu tous nos enfants, nos frères et sœurs qui sont restés dans la Méditerranée. Et là, ils se diront, Oui. tiens, il y a un changement qui s'opère. Je crois qu'au Sénégal, cela doit marquer ceux qui n'avaient plus d'espoir et qui voulaient aller chercher la vie ailleurs, alors qu'ils allaient là se retrouver dans un tombeau à ciel ouvert. Voilà. En tout cas, merci, mon cher ami, hein, parce que là, ça nous donne encore une ouverture prochaine. Hein, c'est d'aller revisiter un peu, parce que hier j'ai écouté l'ancienne ministre de la Culture du Mali qui vient de commettre un certain nombre de livres, et quand on voit les titres de tous ces bouquins, je crois qu'il y aura de quoi euh, faire l'analyse un peu de ce qui se passe dans cette Afrique, qui finalement a un fond démocratique. Hein, et que la démocratie, d'ailleurs, le théoricien de la démocratie, Rosan Vallon, hein, il faudrait aller lire un peu les bouquins de Rosan Vallon, hein, qui dit de la démocratie, et que finalement, on a été piégé aussi par du clinquant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu une société eh ben, industrielle. Et donc, c'est comme si la démocratie venait simplement gérer ce qui était de l'ordre du commercial, du commerce, et qu'à un moment donné, on laissait de côté ce qui fait le fond même de l'Afrique, c'est-à-dire la question de la transcendance, la question du pouvoir un peu je dirais pas de l'au-delà, mais en tout cas de l'inconnu, de l'indicible, des choses comme ça, ce qu'on appelle le monde métaphysique. Hein, et que Oui. Je voulais la juste... pensée africaine, Oui, c'est une pensée circulaire. exactement. Alors, la Mais circularité, c'est d'aller sur cette... Oui. Oui, vas-y. Ouais, sur votre lancée, je voulais juste faire une parenthèse, parce qu'il y a une idée qui me turlupine. Je dirais même, peut-être que je sors du sujet, mais ça me vient comme ça. Moi, au fait, pour avoir lu ce peu de ce que j'ai lu, j'étais parvenu à me dire que
beaucoup de choses viennent d'Afrique, certes, mais la philosophie n'a pas forcément d'origine grecque, mais je crois que la philosophie vient des Cheliba Congo. Parce que quand je vois comment fonctionnent les philosophes, mais c'est comme si ils avaient fait un tour en Afrique centrale pour apprendre ce que c'était la philosophie, leur parler, leur façon de voir les choses. Et on peut continuer comme ça et on verra que même dans tout ce qui s'était fait, il y a toujours une part d'Afrique que l'on soupçonne. Je ne sais pas si je me trompe. Et pas du tout, pas du tout. Ne n'oublie pas la culture teke, parce que moi je suis teke. Hein. Bien Bon, sûr, et donc avec bien. tous les symboles, hein, les symboles et tout ça, ça maintient ce qu'on appelle les survivances. Hein, et que il y a quelque chose de l'ordre de la survivance africaine dans la démocratie. C'est-à-dire le mémorable qui forme des mémorants, c'est-à-dire ceux qui transmettent la culture, les rites, les signes, les symboles qui font la richesse d'humanité, l'art d'humanité de l'Afrique. Hein. Et la démocratie vient de là. Voilà. Hein. Bon, on va conclure là. En tout cas, merci de votre attention. Hein. Euh, nous espérons poursuivre en tout cas cette interlocution, hein, cette approche dialogique. Mais parfois, le dialogue, ça peut être aussi avec plusieurs personnes. Hein. Donc, nous invitons un certain nombre de, de, de personnes qui ont pris conscience des atouts du primat souverain de nous rejoindre.